Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, dans Réveille ta carrière, on va parler d'un métier que l'on connaît peu, mais qui joue un rôle essentiel dans la vie culturelle. Quand on visite un musée, un monument ou un lieu patrimonial, on pense souvent aux artistes, aux conservateurs, aux guides, mais on imagine moins toutes les personnes qui travaillent en coulisses pour redonner un souffle, une direction ou un nouveau projet à ces lieux. Comment faire évoluer un site culturel? Comment toucher de nouveaux publics? Comment mobiliser des équipes autour d'un projet ambitieux? C'est précisément là qu'intervient le métier dont on va parler aujourd'hui, le conseil en stratégie culturelle. Pour en parler, je reçois Hélène qui accompagne des collectivités, des institutions, des musées ou encore des sites patrimoniaux dans leur transformation. Son rôle, poser un diagnostic, faire émerger une vision et aider ces structures à franchir un cap tout en embarquant les équipes dans le changement. Dans cet épisode, on va découvrir les coulisses de ce métier à la croisée de la culture, de la stratégie et de l'accompagnement humain. Comment devient-on consultante dans le secteur culturel? À quels défis sont confrontés aujourd'hui les lieux culturels? Et comment trouver sa place dans un univers où passion et engagement sont souvent très liés? Hélène nous ouvre aujourd'hui les portes de son métier. Bonjour Hélène! Bonjour Aurélie, Comment merci de me vas-tu? recevoir. Eh bien écoute, tout va bien aujourd'hui, il fait beau et puis, voilà, j'ai à cœur de partager, ma passion, voilà. Ben, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens? Moi j'ai 59 ans, je vis à Paris, mais j'ai passé un certain temps, en Alsace et en Lorraine aussi. J'ai passé plus de 15 ans, là-bas. Je suis revenue à Paris depuis 3 ans et je suis consultante comme tu le disais, en stratégie et développement culturel. Donc je me concentre sur le secteur de la culture entendue, au sens large. C'est le patrimoine, mais c'est aussi, les arts visuels, c'est aussi l'architecture, voilà, ça peut être, la musique aussi, voilà. Mais j'ai, une prédilection et mon domaine de compétence est plutôt, côté art visuel et patrimoine. Et en dehors de ça, enfin, ou plutôt avec ça, en fait, je suis également coach, d'artistes et formatrice. J'interviens dans différents organismes, publics ou privés, des écoles, soit en formation initiale, soit en formation continue, pour leur parler de stratégie et de développement. Super. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ton métier? Alors ça a été un peu progressif, parce que, donc moi j'ai fait une école de commerce et en fait assez vite, après avoir été diplômée, j'ai souhaité, aller dans le secteur de la culture et je suis rentrée d'abord dans une grande galerie, enfin à l'époque qui était une galerie d'art, qui s'appelait Arcurial et mais qui avait, non seulement de la vente d'œuvres uniques, mais aussi qui se lançait dans le développement d'éditions d'artistes, à savoir, des estampes, mais aussi des bijoux d'artistes, des tapis d'artistes, du mobilier d'artistes et l'objectif, c'était de démocratiser, voilà, l'accès à des œuvres artistiques parce qu'évidemment les prix sont moins chers que les pièces uniques. Donc j'ai travaillé là pendant quelques années et puis, en fait, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une maison de luxe, en fait, chez Christian Dior parce qu'on est venu me chercher. C'était un moment où, voilà, je commençais à avoir fait un peu le tour de mon métier, donc j'y suis allée. Là, j'ai plutôt, travaillé sur les questions d'accueil, qui m'ont beaucoup servi après puisque l'accueil dans le luxe, c'est, comment tu es, vraiment à l'écoute du client, quel qu'il soit, comment tu le reçois presque comme à la maison et ça, c'est quelque chose qui m'a servi après dans les musées, dans les sites patrimoniaux, lorsqu'il a fallu transformer, certains établissements, pour, soit, développer, des nouvelles salles avec une dimension moderne et contemporaine, soit, changer la manière d'accueillir le public, et proposer des formations comment dire? Aux guides, et cetera. Donc voilà, donc ça c'était, j'ai fait ce passage par le luxe et puis, en fait, après voilà, la culture me titillait, je voulais y revenir
Et puis il se trouve que, par mon éducation et puis mes engagements, je dirais, personnels, j'avais envie de travailler pour le secteur public. Et donc là, j'ai suivi une classe préparatoire en fait, pour intégrer l'ENA, mais que je n'ai pas eu. Mais en revanche, ça m'a donné une bonne culture générale parce que j'avais pris l'option collectivité territoriale, et ça a été l'occasion pour moi de rentrer dans une association qui est entre guillemets «un lobby», en tout cas un lieu d'influence en fait des grandes métropoles et des grandes villes françaises. Ça s'appelait à l'époque Association des maires de grandes villes de France. C'est devenu France urbaine maintenant. Et donc, moi, j'ai créé le département politique culturelle pour rassembler l'ensemble des problématiques culturelles que se posaient les villes. Elles envoyaient, elles sollicitaient l'association ponctuellement. Et là, on a décidé, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de demandes, de créer un département. Et en fait, ça a été un très bon observatoire pour moi de ce qui se passait à l'échelle de la France en matière politique culturelle. Donc, qu'est-ce que faisaient les collectivités, les villes évidemment, mais aussi nos autres partenaires que sont les régions, les départements, les communautés de communes, et de voir où étaient les enjeux, en fait, les tiraillements avec l'État, avec le ministère ou avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, forte de ça, j'ai eu l'occasion de suivre mon mari après en province, en Alsace, tout en gardant un pied un temps partiel dans l'association, en fait. J'ai continué à travailler là et j'ai commencé à travailler, dans une collectivité, dans une mairie à Mulhouse, sur les questions de développement territorial, de mécénat, voilà, enfin toutes sortes de questions qui étaient liées vraiment à des stratégies de développement que la collectivité ne savait pas, trop finalement gérer en interne. Alors j'ai été internalisée, mais j'étais un peu comme une consultante en interne, voilà. Oui. Et donc j'ai travaillé sur des questions très, très variées, du lien avec Bâle, puisqu'en fait Mulhouse est assez proche de la Suisse, comment dire? Du développement du mécénat pour le zoo, qui était un lieu emblématique touristique, de la ville, et puis voilà, et toutes sortes d'autres questions. Et au bout de quelques années, là aussi, j'avais fait un peu le tour, et il s'est présenté l'opportunité de prendre la direction du musée Unterlinden à Colmar, qui est un musée, au départ plutôt d'art ancien, donc Moyen Âge, et puis 15-16e, et cetera, et finalement qui, par une série de donations, donc de grands collectionneurs qui ont fait des dons, hein, au musée, a développé vraiment tout un volet, moderne et contemporain. Et en fait, je suis arrivée au moment où le musée, se transformait avec un grand projet d'un architecte, enfin d'un cabinet d'architectes suisses, Herzog& de Meuron, pour, à la fois, développer, physiquement en fait le musée avec, l'annexion des anciens bains municipaux de Colmar, mais aussi la création d'une nouvelle aile, en parallèle du couvent, puisqu'en fait le musée était situé dans un couvent. Donc c'était vraiment une emprise sur le quartier, et puis passer d'un musée qui était un peu, «poussiéreux» entre guillemets, à un musée du XXIe siècle. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Donc là, j'ai effectivement, vraiment travaillé sur ces questions de développement, de préfiguration, de nouveaux usages, de nouveaux publics, d'une nouvelle manière d'habiter le musée, de nouvelles propositions aussi, d'offres, d'expos, et cetera. Donc ça, c'était une première expérience, et puis, dans la foulée, en fait, j'en suis partie. Je me suis dit: «Tiens, en fin de compte, j'ai un certain nombre de compétences, que je pourrais, mettre à profit, pour toutes sortes d'établissements culturels», et j'ai créé mon activité à ce moment-là de consultante, où pendant 2 ans, j'ai travaillé avec des structures plutôt alsaciennes, mais des associations, la Biennale de photo de Mulhouse, un centre d'art, et cetera, et j'ai été rattrapée en fait parce que j'ai vu, passer une annonce. Alors pour le coup, c'était une mission longue, de 3 ans, pour le château de Lunéville qui était rattaché au département de Meurthe-et-Moselle, donc en Lorraine, et j'ai travaillé en fait, sur la préfiguration, d'un nouveau projet pour le château, qui avait brûlé au début des années 2000, et qui là a été repris entièrement par le département. Il était co-géré avant
dorénavant par, l'armée et enfin le ministère des Armées et la ville de Lunéville. Et en fait, là, le département, héritant d'un objet comme ça, qui parce que c'est un petit Versailles, en fait, dans Mmh. une petite ville qui a, 15 000 habitants, mais c'est un château absolument gigantesque qui fait, 20 hectares, de jardin et de parc et puis, 20 000 m² de bâti. Donc en fait, Ouais, c'est c'est vraiment immense, quoi. gigantesque. Voilà, C'est c'est ça. immense. Et donc là, voilà, j'ai été vraiment recrutée pour, essayer d'imaginer un nouveau destin pour le château. Donc OK. là aussi, voilà, ça a été une occasion d'exercer des compétences que j'avais commencé à exercer effectivement à Unterlinden, mais en même temps avec, aussi, tout le volet, développement des partenariats que j'avais pu traiter, à France Urbaine, ou à Mulhouse, puisqu'on était vraiment sur ces questions de partenaires. Et puis la question évidemment d'accueil et voilà et après en fait, revenue à Paris, j'ai travaillé sur l'édition, 2024 du, festival Bellastock qui est une coopérative d'architecture. Donc là, c'est la dimension à la fois événementielle, mais toujours aussi accueil puisque c'est la construction l'objectif du festival, c'est 4 jours pendant lesquels, des participants, essentiellement des étudiants en archi ou en aménagement, voire en école d'art, créent une ville éphémère à partir de matériaux de réusage, enfin qui ont déjà servi, de réemploi et la montent, la vivent et font vivre le public dans cette ville éphémère et ensuite la démontent et voilà, il n'y a plus aucune trace dans l'espace où ça a été créé. Voilà, donc ça c'était l'une de mes dernières expériences et donc voilà, mon métier en fait, il s'est nourri, il s'est construit, à chaque fois avec des nouvelles briques d'expérience et de compétences et qui font qu'à un moment donné, c'est, le regard sur un lieu, un site, un établissement qui est, de dire: «Bon, bah, voilà, là aujourd'hui on a un moment ou de crise ou, de nécessaire reconversion ou transformation, où il y a des nouveaux enjeux et donc comment on va faire?» Donc voilà, c'est aussi de poser, comme tu le disais, un diagnostic, de faire un état des lieux, de voir quelles sont les forces, les faiblesses et puis dans quel contexte ça s'inscrit et à partir de là, d'essayer de travailler avec les équipes pour, ou des cabinets extérieurs, éventuellement d'assistance à Oui. maîtrise d'ouvrage, pour, heu, pour définir ce que pourrait être ce dessin. Mais ça se travaille sur plusieurs années parce que, c'est pas une baguette Oui, magique. c'est ça. Et donc c'est, comment tu associes, des partenaires extérieurs, des prestataires, pour faire émerger un projet qui fasse consensus et derrière, dans quel calendrier tu l'inscris avec, évidemment les financements qui vont avec et d'où la nécessité d'aller chercher des partenaires et puis en même temps, comment, les équipes sont impliquées là-dedans, comment, éventuellement il peut y avoir des recrutements et cetera. Donc voilà comment ça s'est un peu construit. D'accord, c'est ça. Donc c'est, plutôt grâce à un parcours, riche et varié, tout ça t'a amené à postuler, ou à obtenir des missions, dans ces domaines-là, quoi. Exactement, ouais. Super. Et donc, concrètement, c'est quoi ton métier, au final? Ouais, explique-nous parce que c'est un petit peu, abstrait. Oui, bah, Comme là. mon métier en fait c'est d'accompagner des acteurs culturels, Mmh. qu'ils soient publics ou privés, que ce soit des grandes institutions ou des petites associations ou des fondations ou des coopératives, donc OK. un peu tout le mais en tout cas pas des entreprises a priori, voilà. OK. De les accompagner à un moment de passage, de transformation vers un nouvel avenir et en tout cas que, ce moment-là, ils le vivent enfin c'est de les aider à le vivre bien, à transformer l'essai pour qu'ils s'inscrivent avec un modèle économique qui soit pérenne. Voilà. OK. Donc c'est, voilà, comment trouver soit de nouvelles ressources, reconfigurer, ça peut être une reconfiguration d'organigramme aussi, ça peut être développer des nouvelles, prestations. Je sais pas, par exemple, un site qui était un musée, qui vendait 3 cartes postales à l'accueil, c'est de dire: «Bah, demain, je veux un j'élargis, enfin je comment dire? Le musée, prend une nouvelle ampleur, il va avoir des nouveaux volumes pour des expositions temporaires. Il faut prévoir un espace pour la boutique, il faut éventuellement prévoir un café ou un restaurant. Comment tout ça, ça va s'articuler? Où est-ce que la boutique doit se situer? Est-ce que ça doit être géré
en régie, c'est-à-dire directement par l'établissement, ou est-ce que ça doit être délégué à une structure extérieure qui va gérer pour l'établissement? C'est toutes ces réflexions-là, en fait, et cette mise en calendrier de faisabilité. C'est rendre les choses faisables, en fait. Mais c'est toi qui imagines le nouveau concept? Vous faites ça en équipe? Comment ça se passe? Alors moi, ça change jamais de mon chapeau parce que ça serait, ça marcherait pas quelque part, tu vois? Tu peux pas dire: «Oh bah, tiens moi, je sais pas pour le château de Lunéville, je verrais bien, je sais pas, une cité des métiers d'art». Bon, ne c'est pas comme ça en fait. C'est à partir des constats à la fois des forces qui et les forces d'un site ou d'un établissement ou d'un acteur culturel, ça réside dans son histoire, ça réside aussi dans ses métiers. Et puis, ça peut résider aussi dans la force du territoire. Prends l'exemple, par exemple, du château de Lunéville. Lunéville, la Lorraine, ce château, en fait, c'est le château des derniers ducs de Lorraine. Et les derniers ducs de Lorraine, c'est 18e siècle. Et c'est un moment où, en fait, il fallait faire briller la cour. Et donc, ils ont encouragé, ils avaient besoin d'avoir une vaisselle de table remarquable. Ils ont encouragé le développement des manufactures qui existaient, mais il y en a des nouvelles qui se sont créées de faïence et qui existent encore, des faïences de Lunéville. Et puis il y avait des costumes de cour, donc il y avait une tradition de broderie. Ils ont encouragé la broderie. Donc il y a ce territoire où il y avait des savoir-faire, en fait, artisanaux, donc avec lesquels qu'on a, comment dire? Si ce n'est réactivé, en tout cas qui était vraiment présent dans la mémoire, du site et dans la mémoire du rôle du château sur son territoire. Après, la force du château, c'est qu'il y avait des ailes qui avaient été gardées, qui étaient très abîmées, qui avaient brûlé à un moment donné, mais où les volumes étaient absolument incroyables. Il restait des boiseries, il restait, en fait, tu vois, des éléments de décor, qui devaient être exploités pour montrer, en fait, la splendeur, de ce château au 18e. Donc on s'est dit: «Bah, tiens, il y a le château en lui-même, enfin, en tout cas, la dimension, muséale, parcours du musée, on pourrait le faire partir de ces appartements-là, les appartements qui ont été gardés, en l'état et puis derrière aller vers, d'autres espaces où en fait, il faut faire une boîte parce que tout a été détruit, donc il faut reconstituer, mais ça sera, on va pas refaire des boiseries, on va pas les réinventer. Donc on pourrait finir sur la partie contemporaine. Donc tu imagines aussi, tu fais avec l'existant. Tu te dis, là, il y a une voilà, il y a des décors qui existent, je vais les exploiter et puis, tu te dis: «Bon, bah, voilà, mais en fait, c'est un château de cette taille-là, il n'existe pas que pour les Lunévillois, forcément. Il a une dimension nationale parce que c'est l'histoire de France. Donc pour qu'il existe déjà à une échelle un peu élargie, on va aller regarder du côté de la région. Donc on va rencontrer les acteurs de la région. On va créer un et là, moi, j'ai créé, mais c'était évidemment à chaque fois avec l'aval des élus, puisqu'en fait, je travaillais pour, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. J'avais créé un groupe de travail avec la ville de Lunéville pour que mon maire, mon président et le maire se rencontrent régulièrement et en disant: «Mais voilà, pour, l'avenir de ce projet, il faut faire rentrer d'autres acteurs qui sont à une autre échelle, donc le président de région, donc la communauté de communes et cetera». Donc là, après, tu crées des instances de réunion où tu vas faire participer les élus et puis derrière, leurs conseillers techniques. Donc tu organises différents types de réunions pour, faire avancer le projet et puis tu te mets à parler de, financement. Tu te dis: «Bon, bah, voilà, si on veut rénover toute cette aile-là, ça va nous coûter combien?» Donc tu fais intervenir des architectes, pour qu'ils te chiffrent un peu, les choses et puis tu commences à mettre en comment dire? En plan, en fait, sur plusieurs années parce que ça se gère en plusieurs années de dire: «Bah, voilà, au début, on va, rénover les cours parce qu'elles sont en mauvais état et puis, peut-être le rez-de-chaussée du château et puis la deuxième étape, c'est on va créer un parcours du musée». Et puis la troisième, on va s'attaquer aux jardins. Donc, ah oui, mais pour les jardins, il faudrait faire intervenir des paysagistes parce que là, aujourd'hui, c'est les jardiniers du château, mais qui travaillent aussi pour la ville et bon, c'est géré comme un parc municipal et en fait, c'est un château, c'est un parc de châteaux donc il faut Oui. revisiter un peu, tu vois, le paysage. Donc tu recrutes des paysagistes et puis avec les paysagistes, eux m'ont dit: «Ben, voilà, on» donc j'ai travaillé avec, je faisais intervenir les jardiniers, plus l'architecte, du château et puis en disant: «Ben, en fait, là, pour retrouver un peu l'esprit du parc, il faudrait qu'on crée peut-être un groupe de travail un peu scientifique avec, un historien du paysage, avec, un historien même du 18e, donc pour qu'eux
viennent un peu apporter des contenus, des connaissances sur ce qui était, pratiqué au 18e et voir, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'il faudrait vraiment retrouver et puis qu'est-ce qui n'est pas nécessaire parce qu'à un moment donné, tu as plein d'options différentes, de refaire à Oui, l'identique ou de laisser la trace des différentes époques ou de complètement faire contemporain. Comment tu gères tout ça, tu vois? OK. Et voilà, donc c'est un peu en fait, je travaille jamais seule, c'est C'est vraiment un ça. travail d'équipe. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment un vrai travail d'équipe et de partenariat là pour le coup, Oui, exactement. vraiment être, en symbiose avec tout le monde, pour pouvoir créer, le super projet, donc c'est super chouette et tu fais ça en tant que salariée ou indépendante? Alors en fait, ça a été variable parce que, par exemple, pour, le château de Lunéville, c'était un CDD de 3 ans. Pour, Unterlinden, j'étais rentrée en CDI. OK, Pour, le centre d'art, européen et d'action culturelle de Strasbourg, c'était une mission. Pour la Biennale de Mulhouse, c'était une mission. En fait, à chaque fois, c'est vraiment en fonction des besoins de l'institution et dans certains cas, elle a besoin que ce soit en interne parce que, elle va mobiliser des équipes aussi internes qui ont besoin d'être animées en vue de ce projet-là et dans d'autres cas, la structure est trop petite et puis elle préfère avoir un projet que derrière elle mettra en œuvre, mais où elle veut vraiment toute une phase finalement de préfiguration, d'imagination et à ce moment-là, elle le fait plutôt avec un cabinet ouais, de conseil donc c'est en freelance. OK, Donc il y a pas de c'est vraiment en fonction des besoins du commanditaire. OK et donc concernant tes horaires de travail, tu es plutôt sur des horaires, de journée, Alors quand je suis salariée, bah, c'est un contrat de 39 heures, voilà, c'est les horaires de journée. Après, de manière, évidente, j'ai envie de dire, quand on est sur un projet comme ça, s'il y a des temps, par exemple, de communication, puisque on va poser la première pierre, par exemple, ou on va, faire une visite de chantier avec les mécènes, ou on va, bah, faire visiter aux équipes, je sais pas, un autre site qui s'est posé les mêmes questions. Parce que j'ai fait des voyages de entre guillemets «de benchmark», donc de oui, comparaison où j'ai emmené par exemple les jardiniers en Angleterre, voilà, mmh, dans un, jardin du National Trust. Bon, ben là, on est, su voilà, c'était, à la fois sur un bout du week-end et puis en même temps de la semaine, on était sur autre chose. S'il y a des événements et on peut être amené à rester le soir, mais parce qu'il y a un temps fort et ça fait partie de l'avancée du projet. Quand j'étais à Lunéville, j'ai eu à présenter à différents, clubs d'entreprises ou des clubs sociaux, genre Rotary, Lions Club et cetera. Bah, c'était le soir au moment d'un dîner du club, bah, je vais présenter le projet, je suis l'invité de la soirée et ça me permet de parler du projet et de le faire découvrir à plein de gens qui savaient pas que le projet était en train de redémarrer au château. Voilà. OK. Oui, donc faut être un petit peu flexible, mais bon, c'est pas non plus, tous les week-ends et Non, pas non. du tout. Oui, oui. OK. Quelles sont les compétences indispensables pour faire ton travail? Alors, je dirais que la 1re des compétences, c'est la capacité à être, à travailler en transversalité, et de manière décloisonnée parce qu'on travaille avec des acteurs qui sont très différents à la fois en interne. On peut, sur un projet, de transformation, on va travailler aussi bien avec le service mécénat qu'avec, s'il y en a, cas développement, communication, que, le service financier, RH, que, les marchés publics, quand on est dans une collectivité où on va lancer aussi des appels à assistance à maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Donc voilà, en interne, on travaille vraiment avec des gens très différents et puis en externe, ben, on va travailler avec des acteurs différents aussi, parce que ça va être Mmh. aussi bien des entreprises que des institutions, publiques. Hem Et donc voilà, c'est vraiment important d'être, assez «souple» entre guillemets, C'est ça. pour travailler comme ça et je dirais que, une autre, compétence qui est vraiment importante, c'est de se dire que, il va falloir motiver les gens, motiver les équipes, motiver les partenaires. Donc il faut une capacité à convaincre et donc être convaincu soi-même. Parce qu'on peut OK. pas convaincre si on n'est pas convaincu soi-même et voilà, c'est derrière, ça veut dire capacité à convaincre, ça veut dire il faut de l'endurance parce que le projet, il se conclut pas en 3 mois. Donc il faut se dire qu'il y aura des aléas,
Il y OK. aura peut-être des difficultés qu'on n'avait pas soupçonnées au début. Il y aura des gens réticents, il y aura des gens qui voudront saborder le projet parce que c'est pas tout à fait ce qu'ils avaient imaginé. Ah bon, voilà, il faut travailler, aussi parfois avec des élus qui sont de sensibilités politiques différentes. Donc Mmh. faut savoir moduler son langage, en fait, en fonction de à qui on s'adresse et avoir un peu de tenue dans la durée. Donc OK. OK. Oui, ne pas attendre des résultats immédiats et être c'est ça. diplomate. Il faut être patient et diplomate, c'est ça. Voilà. OK. On a vu que toi, tu avais réussi à voilà, à arriver par ici, par le biais de toutes tes compétences que tu as actualisées au fur et à mesure. Heu, Comment on arrive là? C'est des diplômes obligatoires tout de même? Comment on exerce ce métier? Alors, j'ai envie de dire, il y a pas de diplôme obligatoire. Après, je pense que si à un moment ou à un autre, on passe, soit par, la science politique, enfin, soit, Sciences Po, une école de sciences politiques, qui est assez généraliste et notamment public, ça peut être pas mal ou un master de management, culturel ou, des études en tout cas qui sont un peu transversales, sur OK. les questions culturelles. Je pense que cette question-là, ça peut vraiment aider au départ. Oui. Après, j'ai pu lire, en faisant de la veille aussi que, certains musées ont été entre guillemets «préfigurés» par des conservateurs, donc qui eux avaient fait des écoles pas du tout de management, mais de OK. conservation. Mais c'est leur expérience en tant que, responsable d'une équipe ou responsable peut-être, non seulement d'une expo, mais peut-être de l'ouverture d'une aile, ou je sais pas, ou de transformation peut-être de l'accueil, qu'en fait, ça leur a servi pour, derrière peut-être préfigurer un nouveau musée. En général, les conservateurs qui travaillent sur des projets de préfiguration sont déjà passés par des questions managériales. Dans leur parcours parce que comme quand même il s'agit d'emmener des équipes, il y a pas de mystère. En fait, faut avoir le sens du collectif et puis il faut avoir le sens de la motivation des équipes parce que sinon ça marche pas et le quotidien prendra toujours le pas sur le projet, en fait. Donc voilà. Mais je dirais que si on veut commencer, on commence pas tout de suite en étant, ce que je t'ai raconté parce que, c'est venu aussi avec Oui, les c'est années, en fait. une Voilà. évolution, en fait. Voilà, il faut avoir déjà un peu une expérience, surtout quand on pose le diagnostic. Un diagnostic, c'est pas, ça s'invente pas, en fait. C'est aussi parce qu'on a un peu de recul sur, un environnement, sur une manière de gérer un lieu. On est capable de dire: «Bon, bah, là, il y a un point de faiblesse, là, en revanche, c'est votre force et ça, il faut que vous l'exploitez». Donc, je dirais que c'est i moi, je pense qu'il faut un minimum de 10 années d'expérience, tu Oui, c'est vois? ça. C'est plutôt Hem, un poste qu'on acquiert au fil de l'expérience plutôt oui. qu'un poste, sorti d'école, quoi. C'est ça, exactement. Ah oui, tout à fait. Mmh. D'accord et au niveau, salaire ou rémunération, c'est plutôt, correct, plutôt Alors je dirais que alors c'est comment plutôt ça se correct, passe? mais là aussi, ça dépend vraiment quand c'est en freelance pour une petite association. Ça va pas chercher très loin, hein. Ça peut être, enfin, ça m'est arrivé de travailler pour, 5 000 €, mais, pour, quasiment un an, si tu veux. Ouais. Alors en ponctuel, puisqu'en fait, il y a des temps forts et puis, voilà. Mais ça reste pas, tu vis Oui, pas tu avec ça. fais pas Voilà. 35 heures par semaine pendant un an pour 5 000 Non, €. c'est ça. Mais après, en revanche, quand tu es salarié, bah, tu es payé qu'en tant que salarié. Donc, Oui, voilà. c'est des salaires Mmh. qui peuvent être, en fonction de la structure. Dans une coopérative, tu es pas payé très cher, tu es autour de 2 500 €, et dans une structure privée, ça peut aller jusqu'à 4 000. Mais D'accord. c'est vraiment, ça dépend de la nature du projet aussi, de son importance. Ça dépend comment dire? Des moyens de l'institution, enfin ou de la Mmh. du commanditaire, selon qu'il est privé, selon qu'il est public, selon qu'il a de l'argent ou pas. Il y a des départements plus riches que d'autres, il y a des villes Oui, qui sont plus riches que d'autres. Donc d'accord. voilà, c'est un ensemble en fait. Mais c'est un métier où on peut gagner sa vie correctement. C'est pas un métier où alors
Si je prends un exemple extrême, je prends un Didier Fusilier qui a lancé, Lille 3000, enfin au moment des festivités, à Lille. Je pense qu'il avait entre guillemets «un titre de chef de projet», sur ce projet-là et je pense qu'il n'était pas du tout dans ces eaux-là. Il était Non. à voilà, mais parce que c'était lié à de l'événementiel, à de très grande envergure, voilà et avec une personnalité déjà visible. Donc Mmh. mais je dirais que sinon, c'est un métier, correct, et qui est en tout cas très stimulant. Ouais, Oui ça c'est sûr. et puis après ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ça en fait, on a peut-être moins le côté, rassurant parce qu'en fait, c'est des missions sur, quelques années et Mmh. après il faut retrouver une autre mission. Oui, ça c'est vrai. Oui, C'est surtout, c'est peut-être ça le plus, ça c'est la partie, la plus «délicate» entre guillemets, effectivement, qui est qu'un projet, bah, une fois qu'il a abouti, voilà, le chef de projet, il est plus là, puisqu'en fait, oui, il a porté le projet. Alors, soit il y a l'arrière-pensée, du commanditaire que, le chef de projet ou la chef de projet devient directrice du lieu, mais c'est pas le cas parce que, alors soit pour des raisons, de motivation parce qu'en fait quand on alors, soit on a la motivation, on a mené le projet jusqu'au bout et on a envie de l'exploiter parce qu'on se dit: «Ah enfin, j'ai les fruits de mon travail», soit parce qu'on est dans une dynamique de, «J'ai mené le projet jusqu'au bout, j'ai gagné mon pari et moi ce qui m'intéresse, c'est le développement, c'est pas la gestion quotidienne en fait». oui, c'est Voilà ça. et moi je suis effectivement plutôt, sur une dynamique de projet, plus que sur une dynamique de gestion. OK, parfait. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres, au quotidien? Bah, les défis, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, c'est convaincre des parties prenantes qui ont des intérêts divergents. Et c'est pas toujours facile, alors quand c'est dans des questions, quand on est sur du politique, on peut se rendre compte en fonction de la tendance politique qu'effectivement l'intérêt il sera pas le même. Mais en même temps sur un territoire, c'est pas toujours évident de savoir ce qui va les différencier. Parfois, il y a des enjeux qui sont souterrains et qu'on ne maîtrise pas, au début en tout cas. Ça peut être, une volonté de reconnaissance ou de progression de carrière, d'une personne qui est dans le projet, qui se dit: «Je vais profiter du projet pour, aller à tel endroit», mais c'est pas très lisible et puis la hiérarchie, le rend pas forcément lisible. Enfin, voilà, il y a des jeux d'acteurs, en fait et ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué parce que, on peut se retrouver à un moment ou à un autre doublé. Ça m'est arrivé, tu es chef de projet, donc il y a des étapes, tu vas présenter aux élus et puis tu apprends un jour que, en fait, il y a un attaché de conservation, derrière ton dos qui est allé présenter son projet alternatif, en fait, pour la transformation des lieux. Alors qu'en fait, il y a eu un consensus, ça a été voté et cetera. Tu avances dans le sens qui a été, collectif et qu'en même temps l'élu l'a reçu. Alors que l'élu, il te fait confiance. Donc tu te dis: «Bon», voilà. Donc là, il y a des moments ça fait partie des défis de se dire: «Non, je ne suis pas démotivé, non, oui, je vais y arriver». Voilà, c'est ces intérêts un peu, c'est ça la partie la plus compliquée et puis la gestion du temps, parce que, on a toujours un temps donné, que ce soit un temps de travaux ou un temps d'une mandature ou un temps il y a toujours un temps qui est quand même avec un horizon et il faut arriver à faire le bon rétro-planning et à se tenir au planning pour arriver à une solution, le jour J. Donc ça, c'est ça les défis, en fait. OK et donc qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction? D'abord, c'est quand le projet aboutit parce Mmh. que, bah, tu te dis: «Ouais, bon, voilà, ça a été, compliqué, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais ça y est, c'est là, c'est fait. Waouh, c'est super». Donc ça, c'est vraiment très bien. Que ce soit d'ailleurs sur de l'événementiel, genre le festival qui se tient et tout le monde est content et c'est super. Comme, le projet est voté en assemblée délibérante et là aussi, c'est super. Ce qui est aussi très très satisfaisant, très gratifiant, c'est quand tu sens qu'en fait, les équipes, sont avec toi, se sont appropriées le projet et sont hyper motivées sur le projet et sont capables d'en parler à des tiers, de manière très enthousiaste et là, tu te dis: «C'est bon, j'ai gagné parce que, j'ai réussi à faire partager la passion du projet».
Donc ça c'est vraiment important et c'est super parce que ça te permet aussi quand tu as à des moments de doute, bah, tu as des relais, tu as des gens, avec qui vont te dire: «Mais non, mais attends, regarde tout ce qu'on a fait déjà, et puis là, on va aller à tel endroit, je suis sûre qu'on va trouver une solution. D'ailleurs, j'ai réfléchi». Bon et ça, c'est très stimulant, en fait, voilà. Moi, pour moi, la satisfaction, elle est vraiment, dans le collectif et puis dans l'aboutissement. Est-ce que tu aurais une anecdote amusante ou un fait marquant à nous partager sur ton métier? Spontanément comme ça, j'ai une anecdote qui concerne toujours, Lunéville, mais parce que voilà, comment dire? Cette région, enfin l'Alsace-Lorraine, c'est une région qui a une identité très forte, tant du côté lorrain que du côté alsacien. Donc tout ce qui va toucher à l'identité va être très, très sensible et je me rappelle un jour où j'ai été invitée par un président de club Rotary, un soir, présenter le projet, où on en était, et cetera et il fait une introduction pour les membres du club en disant: «Ben voilà, aujourd'hui j'ai souhaité inviter Hélène, Hélène Cascaro, elle est en charge du projet de la préfiguration, pour le château et vous verrez qu'en fait, c'est une femme formidable qui a plein d'idées, qui est, vraiment je pense qu'elle correspond complètement au projet et c'est fou parce que en fait, c'est une Alsacienne et je pense vraiment pas qu'une Alsacienne aurait été capable de tenir ce rôle-là et là, OK. j'avoue que j'étais un peu scotchée. Je me suis dit: «Ah d'accord, je suis bien en Lorraine, en fait». Donc et ça a fait évidemment éclater de rire tout le monde, mais ça a parlé à tout le monde. Enfin, le public Oui, était conquis. bah, Donc voilà, ça bon, a fait son voilà, des effet. fois, il y a des ressorts comme ça qui sont très, très ténus, qu'on ne soupçonne pas et parce que moi, certes, je vivais en Alsace et même si j'avais pris là, pour le coup, un studio, à Nancy et donc je vivais en Lorraine, mais le week-end, je rentrais chez moi, en Alsace. Mais je suis pas alsacienne d'origine, en fait. J'étais arrivée en Alsace, pour des raisons professionnelles, donc je me sentais alsacienne, mais en même temps, je me sentais aussi bien française, de Oui, manière générale, mais là, j'étais renvoyée à cette identité. C'est une Alsacienne qui vient nous dire l'avenir de notre château, donc c'est voilà, ça. c'était assez drôle, mais très symptomatique, je pense. OK, OK, et pour finir, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait, faire le même métier que toi? Je pense que quand on commence ce métier, enfin, en tout cas les premières fois, mais même de manière à chaque fois finalement, il faut toujours, même s'il y a une urgence de calendrier, puisque quand on arrive pour un projet, on nous dit toujours: «Bah, voilà, dans 3 mois», alors jamais dans 3 mois, mais disons pour l'été prochain ou dans 3 ans, on veut que, voilà, le site soit transformé ou on a 5 ans pour les travaux et cetera. Donc il y a toujours un calendrier qu'on met que le client va mettre, tout de suite sur la table en disant: «En fait, moi, je suis pressé. J'ai cette urgence». Et ce qui est le 1er conseil que je donne, c'est vraiment de prendre le temps d'observer la situation au moment où on rentre dans le projet. C'est vraiment de faire un état des lieux, qui est acteur dans le projet? Comment ça se passe? Quelle est l'histoire du projet? Parce que des fois le projet c'est, la énième fois qu'il se transforme et des fois c'est, la première fois parce que ça fait 30 ans que la structure existe et elle vient d'être achetée ou elle vient de fusionner ou alors, elle vient d'être créée et auquel cas, bon, voilà, c'est un moment pile de rupture. C'est vraiment important de comprendre ce qui s'est passé avant, avec qui est là et quels sont voilà, quel est le contenu du projet, aujourd'hui tel qu'il existe et donc ça, c'est vraiment capital parce que c'est en regardant de près tout ça que derrière, quand on y reviendra régulièrement pendant le temps du projet, on se dira: «Mais en fait, les ferments de ce que je découvre aujourd'hui, ils étaient déjà là». Donc c'est vraiment moi, j'ai découvert ça avec le temps, en fait, mais il y a beaucoup de choses qui s'expliquent a posteriori par des éléments qui étaient là et qu'on avait vu parmi d'autres, sans forcément mesurer la portée de ça. Donc ça c'est un élément clé. Le deuxième, ça va avec les compétences, hein, mais c'est de ne pas se décourager, de se dire que, si on a été choisi, même si c'est difficile, c'est qu'on était légitime et que, il faut partir de cette légitimité-là
pour avancer, mais tout en restant humble par rapport au projet. Parce qu'on est là à un moment donné de l'histoire de l'établissement ou de l'histoire de la structure et la structure, elle va perdurer bien au-delà de nous et elle existe, depuis avant nous. Donc alors ça dépend évidemment des institutions, mais c'est rester humble par rapport à ça et se dire: «Beh, voilà, qu'est-ce que je peux actionner? Qu'est-ce que je peux apporter?» Et même si on n'apporte pas, tout ce qu'on aurait aimé mettre, parce qu'on peut pas, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les moyens, qu'ils soient financiers, humains, techniques. Déjà d'avoir fait bouger le curseur et d'avoir, abouti à quelques étapes qui ont fait évoluer les mentalités ou fait évoluer la structure, c'est déjà beaucoup. Ce qui est important aussi, peut-être dernier élément, c'est de bien travailler son pitch. C'est-à-dire que, en fait, il faut bosser. Voilà, c'est un métier où il faut travailler et il faut travailler son argumentaire parce que, le projet, on va être amené à le présenter à toutes sortes de gens et de le présenter et de le représenter et de le représenter à plein de moments et en adaptant toujours, le discours et ça, c'est super important parce que, alors c'est vrai que si on n'est pas très à l'aise à l'oral, je pense que ça va être compliqué. Je pense que c'est aussi un métier qui demande, on est beaucoup dans la projection en fait, hein et dans, voilà et dans la capacité de convaincre, de négocier, d'argumenter. Encore une fois, on peut être le porteur du projet et l'incarnation du projet, mais on reste toujours, faut pas l'oublier, le 2e rang. C'est-à-dire que c'est la structure qui est pilote, c'est la structure qui assume l'identité du projet. Nous, on est là, on est des facilitateurs, en fait et il faut voilà, c'est important de le garder en tête aussi. Très bien. Merci beaucoup, Hélène, pour ce moment. Merci Merci de nous Aurélie. avoir partagé ton métier. C'était vraiment, super intéressant, donc merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Ce que je retiens de cette conversation avec Hélène, c'est qu'il existe des métiers parfois peu visibles, mais qui jouent un rôle clé pour faire évoluer des organisations et des lieux qui comptent dans notre vie collective. Le conseil en stratégie culturelle, c'est finalement être à la croisée de plusieurs mondes, la culture, la stratégie, l'accompagnement humain et aussi la capacité à faire dialoguer des équipes, des institutions et des visions différentes. C'est un métier qui demande à la fois de la sensibilité pour les projets culturels et une vraie capacité à structurer, à analyser et à accompagner le changement. Alors peut-être que cet épisode vous aura permis de découvrir un univers professionnel auquel vous n'aviez jamais pensé, ou de vous dire qu'il existe différentes façons de contribuer au monde de la culture, parfois là où on ne les attendait pas. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Peut-être qu'il réveillera lui aussi une idée, une envie ou une nouvelle piste pour votre carrière. À très bientôt pour un nouvel épisode de Réveille ta carrière. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!